Bienvenue dans La Science mouille le maillot, le podcast de Conversation Slate qui vous explique comment les scientifiques peuvent faire gagner des médailles aux sportifs et vous donne les clés pour une meilleure pratique au quotidien. Je suis Benoît Tonson, journaliste scientifique pour The Conversation France. Ronaldo! Et pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit! Pas ça Zinedine. You cannot be serious! José Pérez doit faire son effort et elle le fait! Air France! Victor Wembanyama! Frisson Ménal, Laure Manodou est une extraterrestre. Nadal semble éternel. L'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil. Alors on entend souvent parler des préparations physiques complètes et personnalisées dont bénéficient les sportifs, mais qu'en est-il des sportives ? Depuis peu, on commence à évoquer leurs spécificités physiologiques, comme par exemple la grossesse. Il faut dire que l'exploit de la judokate Clarisse Agbenenou, redevenue championne du monde de retour de grossesse, qui s'est présentée lors de la compétition avec son bébé, ont marqué les esprits. Dans cet épisode, Victoire Nsondé, chef de rubrique santé pour The Conversation France, va se demander plus globalement comment sont prises en compte les spécificités hormonales des sportifs. Victoire, bonjour. Bonjour Benoît, bonjour à tous. Mais oui, il y a la grossesse bien sûr, mais surtout tous les mois, les jeunes filles et les femmes qui pratiquent une activité physique ou du sport doivent composer avec les règles, les douleurs et parfois les inconforts qui vont avec. Alors ça concerne des collégiennes et des lycéennes lors des cours d'EPS à l'école, les cours d'éducation physique et sportive. Ça touche aussi des femmes qui pratiquent en amatrice. Ça affecte enfin des sportifs de haut niveau. Et désormais, la recherche scientifique s'y intéresse pour les accompagner au mieux. Alors, pour aborder ce sujet, nous recevons deux invités dont l'activité se situe au cœur de cette problématique, Karena Enea et Coralie Archagno. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Alors, Karena Enea, vous êtes chercheuse au sein du laboratoire Mobilité, Vieillissement et Exercice à l'Université de Poitiers. Vous menez des travaux qui s'intéressent à la prise en charge des spécificités hormonales de la sportive de haut niveau pour optimiser ses performances. Vous, Coralie Archagno, vous avez une double casquette. Vous êtes ingénieure de recherche dans le même laboratoire. Vous êtes également triathlète. Alors pour commencer, Coralie Archagno, est-ce que vous pouvez brièvement nous présenter les 3 épreuves qui caractérisent votre sport ? C'est plutôt un sport d'endurance, je crois. Nous présenter votre rythme d'entraînement et vos objectifs sportifs pour cette année. Donc le triathlon, en fait, c'est un enchaînement de 3 disciplines qui sont la natation, le cyclisme et la course à pied. C'est effectivement un sport plutôt d'endurance. Il faut savoir qu'il y a différents types de compétitions avec des distances qui vont varier. Donc moi, je pratique plutôt le triathlon longue distance, qui est caractérisé par un effort de 1,9 km de natation, ensuite 90 km à vélo et ensuite 21 km en course à pied. Donc ça représente un effort d'environ 5 heures. Pour mon rythme d'entraînement, donc je m'entraîne entre 10-12 heures par semaine jusqu'à 14-16 heures selon les périodes. Pour rentrer plus dans le détail, du coup, je fais en moyenne 3 séances de natation, 4 séances de course à pied et le vélo, ça va varier surtout en fonction de la saison et de la météo. Donc ça va être entre 2 et 4 sorties à vélo. Et en plus de ça, je fais un peu de préparation physique à côté, du coup musculation, renforcement musculaire. Donc ça va prendre 1 à 2 heures dans la semaine. Et ensuite, pour répondre à la dernière question, en termes d'objectifs, donc cette année, j'ai pour objectif un half Ironman au Sable d'Olonne, donc c'est-à-dire un triathlon de longue distance avec les distances que j'ai présentées tout à l'heure. Coralie et vous, Karena, en fait, vous travaillez ensemble et vous publiez des études sur les spécificités hormonales des sportives. Alors, est-ce que c'est un domaine de recherche récent, Karena ? Et les études sont-elles nombreuses sur ce sujet en France et ailleurs à l'étranger ? Alors oui, en effet, c'est quelque chose d'assez récent. Je dirais que ça fait environ 10 ans que l'on s'intéresse plus spécifiquement à la population féminine. Avant, on avait tendance à réaliser des études chez les hommes et à extrapoler les résultats aux femmes, alors que finalement, la physiologie féminine est bien plus complexe que celle des hommes. Il y a d'ailleurs, en 2014, des chercheurs qui ont publié un article au titre un petit peu provocateur, où ils disaient justement, mais où sont les femmes en sciences du sport, dans la recherche en sciences du sport, parce qu'il y avait à peine 15% des études qui s'intéressaient spécifiquement aux femmes. Donc heureusement, les choses changent et il y a de plus en plus d'équipes, à la fois en France et à l'étranger, qui s'intéressent à la sportive et qui ont pour objectif d'améliorer les connaissances chez la femme de façon générale, mais plus spécifiquement chez la sportive. Et vous-même, Karena, quels sont précisément vos axes d'études ?
Alors, dans notre laboratoire, nous avons un axe de recherche qui concerne spécifiquement la femme. C'est un axe qui s'appelle Women in Motion. On s'intéresse aux effets positifs de l'exercice sur la santé de la femme, à des périodes clés de sa vie, par exemple au moment de la grossesse, au moment de la ménopause. Et on s'intéresse aussi, évidemment, à la sportive. On cherche à déterminer si le cycle menstruel peut impacter la qualité du sommeil. Et on essaie de trouver des solutions pour les sportifs qui ont des troubles du sommeil liés au cycle menstruel, pour justement améliorer la qualité de leur sommeil et donc améliorer leur capacité de récupération. Coralie, vous travaillez sur les mêmes sujets que Karina ? Oui, effectivement. Donc là, on a une étude en cours actuellement au laboratoire qui est portée sur des sportives et où on essaie d'évaluer l'influence de différentes phases du cycle hormonal, étant donné que le cycle naturel menstruel chez une femme va être influencé par des variations en termes de concentration hormonale et on essaie d'évaluer l'impact de ces différentes phases sur le sommeil et de voir les effets de certaines techniques de récupération comme la cryostimulation et de voir quels sont les effets sur le sommeil, les paramètres de bien-être, de fatigue perçue, etc. Et voir s'il y a des différences justement au niveau des différentes phases du cycle. Qu'est-ce que c'est la cryostimulation ? La cryostimulation, c'est une technique de récupération qui vise à exposer le corps à un air très froid pendant une courte durée. Donc généralement, c'est 3-4 minutes dans un air où on va avoir un ressenti de moins 110 degrés à peu près. Donc c'est utilisé dans le domaine clinique, mais aussi chez les sportifs pour accélérer les processus de récupération. Karina Enea et Coralie Arcchagno, vous soulignez l'intérêt récent de la recherche pour ces questions, mais finalement c'est la place même des femmes dans le sport qui est récent. Il est important de se rappeler que cette présence au JO n'a pas toujours été de soi, et on la doit à une athlète française qui est tombée dans l'oubli, c'est Alice Mila. On écoute un extrait d'une émission de France Culture. Née en 1884, Alice Mila est une passionnée de sport et c'est à Londres où elle a suivi son mari qu'elle s'initie au hockey, au football et surtout à l'aviron dont elle sera championne. Veuve à 24 ans, elle rejoint Paris et intègre le club Femina Sport qui propose surtout de la gymnastique rythmique et dansée. Elle est élue à la présidence du club en 1915 et ouvre son club à d'autres sports réputés plus virils, athlétisme, basketball, football, rugby, hockey. Des hommes s'opposent à cette féminisation de leur sport et la polémique enfle. Ils nous refusent le droit aux muscles parce qu'ils veulent rester les plus forts. Mais ils auront beau faire, notre sexe aura du biceps et du jarret, et ce sera tant pis pour vous, messieurs les tyrans. Le muscle de la femme est en route et rien ne l'arrêtera. Alice Mila estime que pour changer les choses, les clubs féminins doivent être dirigés par des femmes. Elle est l'une des fondatrices de la Fédération des sociétés féminines sportives et en prend la tête en 1919, devenant ainsi la seule femme au monde à la tête d'une fédération nationale sportive féminine. Alors elle est étonnante cette Alice Mila. Karina, vous en avez déjà entendu parler ? Oui, bien sûr, Alice Mila, c'est une grande femme du sport féminin. Elle a permis de démocratiser la pratique sportive féminine. On lui doit beaucoup. Il y a beaucoup de femmes comme ça au niveau international aussi qui ont joué un rôle clé en fait dans le développement de la pratique sportive féminine. On a aussi Catherine Switzer qui a été la première femme à courir le marathon à Boston. Et en fait, elle s'était inscrite sur cette course alors qu'elle n'était pas autorisée à s'inscrire puisque c'était une femme. Et on a une image très forte d'elle en train de se faire arracher son dossard par un officiel qui se rend compte au 6e kilomètre que c'est une femme et qu'elle n'a pas le droit d'être là. Donc effectivement, c'est des femmes qui ont beaucoup compté dans l'histoire du sport et il faut évidemment en parler, c'est important. Je vous propose maintenant de revenir à vos travaux de recherche à vous. Karina Enea, la question des règles semble centrale. Pourquoi ? Est-ce que c'est à cause des douleurs essentiellement ? C'est vrai que l'on parle souvent des règles parce que beaucoup de sportives ressentent des douleurs durant cette phase. D'ailleurs, beaucoup de femmes de façon générale. Ces douleurs, elles peuvent être handicapantes au quotidien et parfois les amener à ne pas aller s'entraîner ou ne pas aller au travail. D'ailleurs, on parle maintenant du congé menstruel pour cette raison. Alors, c'est ce qu'on appelle la dysménorrhée primaire. Les douleurs menstruelles, elles sont principalement liées à des contractions de l'utérus qui sont liées à la sécrétion d'hormones, les prostaglandines. Et ces contractions, elles sont douloureuses, elles sont ressenties au niveau du bas-ventre, mais elles peuvent aussi irradier au niveau lombaire, au niveau du haut des cuisses. Et effectivement, il y a plusieurs situations qui majorent la douleur. Par exemple, le stress peut majorer cette douleur. Donc, vous parliez tout à l'heure de Clarisse Abegdienou. C'est une femme qui aussi a beaucoup libéré la parole parce qu'elle a témoigné, alors on l'a vu au cours de sa maternité, mais aussi elle a témoigné sur ce sujet-là
Elle disait qu'elle avait beaucoup souffert en fait de ces douleurs lorsqu'elle s'entraînait et que elle avait été amenée à changer, à prendre une contraception hormonale pour cette raison. C'est important d'avoir ce genre de témoignage qui libère un peu la parole des femmes et qui permet aussi de changer un peu les mentalités. Et aujourd'hui, pour les sportifs de haut niveau, face à ces douleurs, c'est quoi les solutions qu'on peut leur proposer ? Alors actuellement, les sportifs de haut niveau ne sont pas encore très bien accompagnés à ce niveau-là. Quand on les interroge, la plupart d'entre elles prennent des antidouleurs ou des anti-inflammatoires en automédication. Certaines utilisent par exemple des méthodes un peu maison, comme l'application d'une bouillotte pour soulager ces douleurs. C'est des méthodes qui restent efficaces. Il y a d'autres solutions qui semblent intéressantes pour les sportifs, comme la cryostimulation, ou encore les massages de l'abdomen par un professionnel du massage, donc un kinésithérapeute. Il y a des preuves scientifiques qui montrent que ça peut avoir un intérêt. Alors évidemment, c'est pas à la portée de tout le monde, c'est plutôt pour les sportifs qui bénéficient d'un accompagnement paramédical important et qui ont des équipements aussi à disposition pour cela. Pour les amatrices, on peut plutôt recommander de faire du sport à intensité modérée. Il y a là aussi des études qui montrent l'efficacité de l'exercice pour réduire à la fois la durée et l'intensité des douleurs liées aux règles. Il faut savoir que l'exercice permet la sécrétion d'hormones qui ont un effet antalgique. C'est plutôt quelque chose qu'on peut recommander donc aux amatrices de sport. Vous-même, Coralie, comment vous gérez cette situation, cette question des règles, avec un sport où il y a 3 épreuves différentes ? Et quelles solutions vous avez pu mettre en place ? Pour ma part, je souffre pas de douleurs de règles, donc j'ai pas spécialement de problème par rapport à ça. Mais en termes de protection hygiénique par rapport au flux, en fait, le sport le plus problématique, ça va être la natation. Parce que même avec une protection comme le tampon ou la cup, on peut avoir des fuites. Par exemple, il m'est déjà arrivé de devoir sortir au milieu d'un entraînement pour aller changer de tampon. Et on a toujours l'inconfort lié au fait de sentir parfois le sang couler, même à l'entraînement. Ça m'est arrivé aussi de pas pouvoir aller nager à cause de ça. Alors que les 2 autres sports, donc la course à pied et le vélo, je trouve que c'est moins compliqué à gérer. Donc pour la course à pied, souvent, donc selon l'abondance du flux, je vais doubler la protection avec cup ou tampon plus une serviette hygiénique. Comme ça, on n'a pas de soucis s'il y a des fuites. Et en termes de tenue, je sais que je vais prendre un short en particulier quand j'ai mes règles parce que je sais qu'il est doublé et que va pas y avoir de risque de voir la serviette hygiénique en fait quand on va courir, surtout si on court en groupe à plusieurs. Et après pour le vélo, donc c'est problématique quand on fait des sorties longues entre guillemets, donc des sorties à vélo qui vont durer plus de 3 heures. Et là où juste le port d'un tampon peut ne pas suffire pour absorber le flux. Et si on met une serviette hygiénique dans le cuissard, ça peut causer des problèmes d'irritation parce qu'on va rester longtemps sur la selle. Donc je sais qu'il y a des cuissards menstruels qui existent maintenant, donc j'en ai pas testé personnellement, mais je sais que ça existe et ça pourrait être une solution pour pratiquer de manière plus confortable quand on a ses règles. Donc voilà pour ce qui est de l'entraînement. Et après, une autre problématique, c'est en course. Donc dans mon cas, sur du longue distance, il faut savoir que la course va durer environ 5 heures, voire plus, parce qu'on peut... on doit... se changer avant, le temps de s'équiper, de mettre la combinaison, etc. Donc, il faut prévoir 6 heures. Et selon le jour du cycle et l'abondance des règles à ce moment-là, 6 heures, ça peut être trop important pour le changement de tampon, etc. Donc, ça peut être compliqué. Et moi, ce qui m'est arrivé l'an dernier, c'est que je ne prenais plus la pilule à ce moment-là. Et en fait, j'ai repris la pilule uniquement pour éviter d'avoir mes règles le jour de ma compétition. Parce que je savais que le fait de prendre la pilule et de la prendre en continu va... empêcher l'arrivée des règles. Et du coup, c'est ce que j'ai fait à un moment parce que sinon, je voyais pas trop la solution, quelle solution je pouvais avoir si j'avais ma compétition de 6 heures ce jour-là, le jour de mes règles. Donc voilà, ça, c'est une stratégie que j'ai fait, que je recommande pas forcément, mais j'ai eu affaire à ça, mais ça peut être compliqué, vraiment, la protection hygiénique à avoir le jour de ces règles, surtout quand c'est des distances qui sont longues avec des durées d'effort qui sont longues et qui permettent pas un changement de protection hygiénique. Est-ce que ça sera pas pris en compte dans votre chrono ? Ces changements de... C'est-à-dire que si je m'arrête dans la course pour changer de protection, le chrono continue, quoi. En fait, c'est vraiment quelque chose qui se fait pas. Remarque, sur du très très longue distance, donc c'est-à-dire les Ironman, où ça va être des courses de entre 10 et 15 heures, j'imagine que si, ça se fait, là, oui. Mais en tout cas, moi, dans ma pratique, c'est même pas concevable de faire une compétition et de me dire je vais devoir m'arrêter pour changer ma protection.
Je vous propose d'écouter cet extrait de l'émission C'est l'Hebdo, la suite, sur France 5, qui justement est consacrée à des sportives qui osent elles aussi aborder publiquement la question des règles. Le sujet commence en évoquant une photo qui a défrayé la chronique. En cause, cette tache de sang au niveau de son entrejambe. Mais très à l'aise, la jeune femme poste elle-même la photo sur son compte Instagram et commente « Je n'ai pas honte parce que c'est la réalité des femmes dans le sport ». Elle parle ensuite de ce que ça implique physiquement pendant ses courses. Comme elle, de plus en plus de femmes abordent sans détour leurs règles et les conséquences sur leur performance. En 2016, la nageuse chinoise aux Jeux Olympiques de Rio, Fu Wanhui, se loupe complètement. En zone mixte, elle pleure mais assume « J'ai mes règles et aujourd'hui je suis particulièrement fatiguée ». Depuis, enfin, les variations hormonales du cycle d'une sportive sont étudiées scientifiquement. Je voulais vous demander à vous, Coralie, parce que vous témoignez aujourd'hui, on vous remercie sur des choses finalement très intimes, comme le font ces athlètes dans ce sujet. C'est pas difficile de raconter des choses de sa vie si intime comme ça, de témoigner en fait. C'est pas trop compliqué? Pour moi, personnellement, c'est pas difficile parce que je pense aussi que le fait de travailler dans ce domaine-là, ça reste une thématique de recherche, donc j'ai l'habitude de ce sujet et d'en parler. C'est vraiment pas... Après, je comprends que ça puisse être difficile pour certaines femmes d'en parler, mais justement, plus on sensibilisera à ce sujet et plus on en parlera, moins ça sera un sujet considéré comme intime, parce qu'au final, c'est juste un phénomène physiologique naturel qui touche toutes les femmes et toutes les sportives. Donc, je pense qu'il faut vraiment en parler librement et que le cycle menstruel soit vraiment un facteur pris en considération dans l'entraînement des sportives, au même titre que on prend en compte tous les autres facteurs de performance pour les sportifs masculins. Donc voilà, c'est juste un sujet de plus à savoir et que les sportifs puissent en parler librement, que les staffs autour de l'entraînement, donc les prépas physiques, les entraîneurs, soient aussi au courant du sujet. Donc voilà, pour moi, c'est pas difficile et je pense qu'il faut encourager à en parler le plus possible. Karina, vous, qu'est-ce que ça vous inspire d'entendre des athlètes comme Coralie, des athlètes comme celle du sujet, parler aussi facilement et sans tabou des règles? Moi, je trouve ça très positif. C'est vrai que jusqu'à il n'y a pas très longtemps, les femmes avaient du mal à s'exprimer sur ces sujets. Maintenant, on voit bien que le fait que certaines sportives de niveau en aient parlé, ça libère aussi la parole des autres femmes, des sportives qui sont pas forcément de haut niveau. Et ça permet aussi à nous, chercheurs, d'avoir des financements pour réaliser des recherches qui sont coûteuses. Il faut se dire aussi que les recherches sur la femme, elles sont plus coûteuses parce qu'elles nécessitent, quand on évalue par exemple les effets du cycle menstruel, on évalue à plusieurs reprises la femme, alors que chez l'homme, on se contenterait d'une seule évaluation. Donc ça nous permet, nous aussi, d'avoir des financements pour pouvoir réaliser ces recherches qui sont évidemment importantes pour la sportive. On parle des règles, on a parlé de la grossesse. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure brièvement la contraception, la pilule en particulier. Elle joue un rôle important dans l'accompagnement des athlètes, Karina. Aujourd'hui, c'est l'une des solutions pour gérer les modifications hormonales chez les sportives? Oui, ça peut être une des solutions, mais bon, je pense qu'il est quand même important de rappeler que les sportifs doivent rester libres d'utiliser ou non une contraception hormonale. Dans certains milieux sportifs, on sait bien qu'il y a un petit peu d'ingérence par rapport à cela. Ensuite, chaque cas est particulier. Il est important de déterminer si la sportive a vraiment un intérêt à prendre une contraception hormonale alors qu'elle n'a pas besoin d'une contraception. Il y a certaines sportives qui ont des troubles du cycle ou des symptômes liés au cycle qui peuvent les gêner dans leur pratique sportive. Par exemple, le syndrome prémenstruel. Le syndrome prémenstruel, c'est un ensemble de symptômes qui survient dans les jours qui précèdent les règles. Donc ça peut être par exemple des troubles digestifs, des maux de tête, une tension mammaire, une grande fatigue. Pour ces sportives-là, effectivement, on peut se poser la question de leur prescrire une pilule contraceptive. Donc ça doit être discuté avec un gynécologue, avec un médecin qui connaît bien la situation de la sportive et qui juge de la balance bénéfice-risque pour la sportive et de l'intérêt de lui prescrire cette forme de contraception. Et vous, Coralie, vous expliquiez tout à l'heure qu'il y a eu un moment où vous êtes mis sous pilule pour des séances sportives. Globalement, quelle relation vous entretenez avec ce mode de contraception et où cette solution pour accompagner les sportives? J'ai pris la pilule pendant longtemps et depuis très jeune. J'ai commencé à 16 ans et je l'ai prise une dizaine d'années. Ensuite, j'ai décidé de la stopper.
Donc j'ai fait quelques mois sans contraception, hormonale ou non. Et ensuite, il y a environ 1 an, je l'ai reprise pour raison contraceptive. Et sauf qu'en fait, je me suis aperçue que je la supportais beaucoup moins bien qu'avant. C'est-à-dire qu'au niveau des symptômes, j'avais vraiment une prise de poids au niveau des seins et que c'était gênant pour ma pratique sportive. C'est-à-dire qu'en course à pied, je le ressentais vraiment comme une gêne. Et ça m'est même arrivé d'arrêter du coup momentanément la pilule parce que j'avais une échéance qui était un marathon avec un objectif de performance et du coup ça devenait vraiment gênant à l'entraînement en fait tous les jours cette prise de poids au niveau de la poitrine. Donc étant donné que je la supportais moins bien qu'avant, je me suis tournée vers une autre solution, à savoir le stérilet hormonal. Ça reste une contraception hormonale, mais le type d'hormone et la dose d'hormone n'est pas la même que dans la pilule, enfin que dans la plupart des pilules. Donc voilà, à l'heure actuelle, je m'entraîne avec le stérilet hormonal. J'ai pas ces symptômes gênants que j'avais avec la pilule. Merci Coralie. On comprend que vous avez trouvé la solution qui vous convient, c'est le stérilet aux hormones. Mais finalement, est-ce que c'est pas à chaque femme de trouver, à chaque athlète, à chaque femme en général de trouver sa solution? Et vers qui il faut se tourner quand on est sportif? Vers un gynécologue, une gynécologue, vers un médecin du sport? Alors oui, le mieux, c'est évidemment de se tourner vers un médecin du sport ou un gynécologue qui connaît un peu le milieu sportif. Actuellement, il y a quand même beaucoup de sportifs qui prennent la pilule, une contraception orale pour justement pouvoir contrôler, entre guillemets, leur cycle. Il y a à peu près 50% des sportifs de niveau qui utilisent la pilule. Et quand on les interroge, en fait, il y en a beaucoup qui utilisent la pilule justement pour éviter d'avoir, comme disait Coralie tout à l'heure, leurs règles pendant des compétitions importantes ou pour régulariser leur cycle quand elles ont un cycle plutôt irrégulier, qu'elles savent pas toujours quand est-ce qu'elles vont avoir leurs règles, par exemple. Ou alors lorsqu'elles ont un syndrome prémenstruel, des douleurs de règles importantes, des règles qui peuvent être abondantes et qui peuvent à terme entraîner une anémie, ce qui peut être contre-productif pour la performance. En tout cas, chaque femme doit être accompagnée par un professionnel, évidemment, de la médecine, que ce soit un médecin généraliste ou un médecin du sport ou un gynécologue, mais qui soit bien au courant de sa situation sportive. Je vous donne un exemple un peu concret. Par exemple, il y a des sportives à qui on place un implant au niveau du bras, donc un implant contraceptif. Et ce sont des sportifs qui se retrouvent à avoir pas mal de contacts dans le cadre de leur pratique sportive. Par exemple, elles sont judokates ou handballeuses ou basketteuses. Et l'implant, c'est clairement pas la bonne solution, mais encore faut-il que le médecin ou le gynécologue il soit au courant du fait qu'elle pratique ce type de sport et que l'implant dans ce cadre-là n'est pas la meilleure solution. Le conseil que je donnerais en fait aux sportifs, c'est de bien dire à leur médecin qu'elles sont des sportives de haut niveau ou de bon niveau et que ça doit générer une prise en charge particulière de leur cas. Merci beaucoup à toutes les deux pour ces éclairages. Donc, je le rappelle, Karina Enea, vous êtes chercheuse au sein du laboratoire Mobilité, Vieillissement et Exercice de l'Université de Poitiers. Et Coralie Arcchagno, merci, vous êtes ingénieure de recherche dans le même laboratoire et triathlète. Et enfin, Victoire Nsondé, merci beaucoup, chef de rubrique santé à The Conversation France pour la qualité de cet entretien. Et pour celles et ceux qui le souhaitent, on vous met en lien les travaux de Karina et Coralie sous cet épisode. Moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de La Science mouille le maillot. Merci à vous.